Bon, en espérant que ça fasse le tour de la toile au max. J'ai vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre. J'espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un petit blocage bien costaud, montrer qu'il n'y a pas que le foot qui rassemble. Si on peut faire vraiment comme en 98 et en 2018, pour la Coupe du Monde, dans la rue, pour le gasoil, pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. Donc ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils sont pas, ils seront au travail, ils pourront pas. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver. Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Allez, assumez. Franchement, participez le 17, sortez. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Moi je suis arrivée le 17 novembre au péage en voiture, j'avais traversé la France. Donc j'avais vu beaucoup de péages. Et quand je suis arrivée au petit péage de Sète, Balaruc, c'était, je sais pas si on peut dire viscéral, hein, mais moi, je pouvais pas être là sans filmer ce qui se passait. Un sentiment fort est monté. Ce sentiment, c'était la satisfaction. La satisfaction de voir enfin des milliers de gens exprimer ensemble leur opposition au système. La manifestation contre les inégalités était née. En fait, voilà, je me cachais un peu parce que ouais, j'avais un peu cette sensation d'être pas à ma place. J'avais déjà filmé des mouvements sociaux, des manifs, des choses comme ça, donc c'était un peu réflexe aussi, mais pour moi, c'était tellement énorme ce que j'étais en train de découvrir qu'il fallait absolument répertorier ces images, quoi, dès le début. Peu avant le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'acte 1, d'ailleurs qui ne s'appelait pas acte 1, nous avons vu dans les journaux avec des collègues l'émergence de Gilets jaunes, des ronds-points qui étaient soi-disant pris d'assaut, etc. Donc nous, on s'est posé la question de savoir de quelle nature était ce mouvement. Et si on s'en tenait à ce que disaient les médias, ça semblait assez cataloguant, en mode ce sont des gens qui veulent payer moins cher l'essence à la pompe. C'est lié à une pétition, visiblement, sur change.org qui circule de Priscilla Ludowski. Donc ces gens-là, bon, bah, du coup, ils ont une image de anti-écolo, qui veulent payer moins cher l'essence à la pompe. On s'est dit, c'est assez curieux. Et un soir, en sortant d'une réunion de labo, il était tard, on a chacun plein d'objets de recherche, on travaille pas mal. Et en fin de compte, on a discuté, on s'est dit, mais nous, on a les moyens d'aller voir ce que disent les Gilets jaunes, puisque nous avons au laboratoire un de nos chercheurs, Pierre Ratino, qui a développé un logiciel, Iramutech, qui permet, sur des gros volumes de données, notamment issus des réseaux sociaux, de voir un petit peu ce qui se dit en ligne. Le 17 novembre donc 2018, j'ai vu d'un seul coup les invisibles qui se rendaient visibles, les gens qui étaient résignés, qui renouaient avec l'espoir, et puis j'ai vu les muets qui prenaient la parole. Bref, ça a été un espèce de carnaval, des gens qui se rendaient hyper visibles, y compris avec des gilets jaunes. Et je voulais retenir cet instant-là, parce qu'il y a une bataille de la mémoire. Bonjour Père Noël, voilà. Bonjour monsieur, vous avez des revendications pour Noël? J'en ai plein. Bah moi aussi. Ce moment de révolte populaire, je voulais qu'on en garde une trace, et je voulais pas que la trace, ça soit BFM qui en décide. C'est quand même quand l'événement se produit qu'il faut l'enregistrer. C'est pas forcément 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, avec alors vous vous souvenez comment ça s'est passé pour vous. Là, tu as la chance d'être en direct, en prise directe sur l'événement. Donc c'est quand même une chance. Donc moi, en fait, je voulais faire un livre simplement au début. Je voulais garder une trace. Bon, moi, je suis journaliste de presse écrite plutôt. Je déjeune à la cantine avec Gilles Perret,
Donc le réalisateur de La Sociale, il dit mais on part ensemble et puis je te suis avec une caméra. Ça posait des problèmes parce que les Gilets jaunes, on sait très bien, le rapport qu'ils peuvent avoir aux députés, c'est quand même un rapport hyper critique. Alors un député suivi d'une caméra, c'était se mettre une double contrainte. Mais on s'est dit voilà, allez, on essaye, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et on pense qu'il faut aller là où les choses émergent, c'est-à-dire que là où la société devient effervescente, il faut aller voir. Et que pour aller voir, il faut être in situ, in vivo, il faut participer, donc c'est presque une démarche anthropologique. Par rapport à ça, donc il y a l'émotion aussi du côté, on vient d'un milieu populaire et les gens que vous insultez, messieurs, dames, ça pourrait être mes oncles, ça pourrait être mes parents, ça pourrait donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc avant d'insulter, il faut comprendre, donc là on est venu. On trouvait nécessaire d'abord d'allumer un contre-feu par rapport à ce qui était dit par ailleurs, et qu'on ne voyait pas émerger, un contre-discours sur les ronds-points porté par les gilets jaunes eux-mêmes ou des scientifiques, seraient-ils de sciences sociales, qui pouvaient témoigner, documenter, donc on a voulu le faire vite. Fin novembre 2018, décembre 2018, on est une petite équipe de camarades, on s'est rencontrés en 2013 dans l'organisation des marches contre Monsanto à Paris, puis pendant Nuit debout, puis pendant la fête à Macron. Enfin, donc on a une petite équipe de camarades qui aimons bien traîner sur le pavé ensemble. Et quand on apprend qu'il y a des manifestations de gilets jaunes à Paris, qu'on entend ce que les médias en disent, on y va. Au départ, il y a eu certains éditorialistes qui sont prononcés en faveur du mouvement. Éric Brunet, par exemple, pour se rétracter 15 jours après, quand il a compris que le mouvement, en fait, portait des revendications qui allaient bien au-delà de ce que lui avait bien voulu plaquer sur le mouvement social, c'est-à-dire, en gros, voilà, on est trop taxé, quoi. Eh bien, pour moi, c'est une occasion unique de protester contre cela. Donc demain, ce gilet qui n'est pas très beau et qui ne va avec rien, je le porterai demain, 17 novembre. Au début, tout était de l'improvisation. Une improvisation bien aidée par les téléphones et les réseaux sociaux. Une improvisation extraordinaire de cohésion et de fraternité. Des jeunes, des vieux, des femmes, beaucoup de femmes. Des chefs d'entreprise, des coiffeuses, des caissières, des serveurs, des dentistes, des policiers en civil, des chômeurs, des blancs, des arabes, des noirs, des petits, des gros, des amis, des inconnus, des révoltés, des syndiqués, des dépolitisés, des anards, des racistes, des militants, des artistes, des avocats, des infirmiers, des profs, des pompiers. Tout était dans l'instant tellement que ça ne me serait même pas venu à l'idée de contacter un média, et puis j'ai pas une réelle confiance en ce que peut divulguer un média. Non, c'était intimement pour moi, ouais. Pour moi, pour mon histoire de ma lutte, quoi, en fait, parce que ce qui se passait, c'était des choses que j'avais attendues pendant des années, que j'avais espéré pendant des moments de lutte très forts que cette masse de gens que ça représentait, elle se lève. Nous bloquions les camions environ une demi-heure la journée et quasiment toute la nuit. Rapidement, nous nous sommes aperçus que nous avions un impact sur l'approvisionnement des grandes surfaces. Avec du recul, tout s'est impressionnamment bien passé. Les gens, ils vont pas bouger de la nuit, ça c'est clair. Alors moi, j'étais subjuguée du moment, de chaque instant, jusqu'à Noël à peu près, c'était jour et nuit, et c'était ça qui me faisait y aller. C'est quoi qu'il se passe, le truc le plus anodin, je trouvais que c'était important de le répertorier, en fait. On a recueilli au total à peu près plus de 2 millions de tweets de divers comptes, donc avec le hashtag Gilets jaunes, sans S, Gilets jaunes avec S, et puis GJ, voilà, vous essayez de voir ceux qui se disaient sur Twitter des Gilets jaunes. Donc ça, c'est pas que des Gilets jaunes qui parlent des Gilets jaunes, évidemment, sur Twitter. Par contre, on a recueilli des posts Facebook de la France en colère, qui est un groupe assez, on va dire, important à l'époque, au départ, et puis d'autres groupes plus intimistes, d'ailleurs, qui ont fermé leur compte derrière, certains. Et donc là, on a récupéré plus de 200 000 posts Facebook sur ces comptes-là. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est aspirer aussi les médias. Donc là, on a énormément de coupures de presse, donc tous les médias presse nationaux, donc toute la PQN et toute la PQR, donc la presse quotidienne régionale, qu'on a pu comparer sur toutes leurs publications durant toute la durée du mouvement. Donc on a aspiré plus d'1 an de couverture médiatique. Au début, l'idée, c'est aussi de pas
de pas faire dire des choses à ce mouvement qu'il ne dit pas. Et la question, par exemple, des sans-papiers ou de la liberté de circulation, c'est pas une question des gilets jaunes. Je veux dire, c'est pas du tout un sujet. Donc les mois passant, les numéros sortant, à un moment, on s'autorise à mettre un gilet pour les sans-papiers. Parce qu'on sait que, bon, peu ou prou, c'est bon, on est catalogués comme des gauchistes, ça y est, maintenant, a priori... c'est plus un secret. Mais l'idée, c'était pas de faire un truc de gauchiste, parce qu'en l'occurrence, c'est gilets jaunes, et les messages, c'est eux qui les portent. Hein, et même un petit patron qui se plaint des taxes, mais qui critique le fait qu'il n'y ait pas de taxation des transactions financières, bon bah on est d'accord avec lui aussi, même si peut-être ce gars il vote à droite dans la vie. Je veux dire, on ne trahit pas son discours. Quand on se retrouve avec un micro-trottoir, c'est très, très difficile de s'exprimer rapidement. Donc de ne pas tomber dans des écueils de « on déteste le patronat ». Ouais, bah effectivement, on déteste le patronat, sauf que quand on creuse et qu'on parle dans la rue avec eux, non, ils détestent pas le patronat, ils détestent le grand patronat, ils détestent le mec qui connaît pas ses ouvriers, ils détestent le mec qui les méprise et qui les exploite et qui les traite en esclavage. Mais ils ont rien contre le patron qui va les défendre et qui va travailler dans le respect et la dignité. Sauf qu'au final, on a dit « les gilets jaunes veulent pas de patron, les gilets jaunes veulent pas d'impôts ». Non, c'est pareil, ils ont jamais dit ça. Mais ils veulent qu'on utilise leur argent correctement. On n'a jamais autant payé d'impôts, on n'a jamais aussi peu de services publics qui sont en train de se faire dézinguer à tire-larigot. On demande de payer, mais on vend les entreprises d'État. C'était ça, en fait, les choses. Et effectivement, il y a eu beaucoup de malhabileté de la part des interviewés, parce que c'est pas simple. C'est pas simple de s'exprimer face à une caméra, et c'est encore moins simple de s'exprimer quand on a un plateau télé, avec des gens qui, de toutes les façons, sont déjà dans le mépris du gilet jaune, et on sait qu'on est en terrain hostile. Plutôt que de faire du reportage, en fait, quelque chose de dominant dans la couverture, les grands médias ont essayé de plaquer ce qu'ils faisaient d'habitude. Ils ont organisé, par exemple, des émissions où ils confrontaient des gilets jaunes à des membres du gouvernement, ce qui n'est pas du tout anodin. Les journalistes se pensent comme organisateurs, co-organisateurs du dialogue social, qu'ils appellent de leur vœu, pour en gros trouver des sorties de crise. Par exemple, on les a vus maintes et maintes fois se faire les arbitres de la légitimité des revendications, par exemple. Disqualifier des revendications qui ne leur paraissaient pas irréalistes, utopiques, comme ils disent, et dire quelles étaient les bonnes revendications, quelles étaient les mauvaises revendications, qui étaient les vrais gilets jaunes, qui étaient les mauvais gilets jaunes. Non, mais je vais remettre mon gilet. Vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Je vais remettre mon gilet. Vous parlez comme un militant politique. Vous me demandiez de pas m'interrompre. Je vous parle comme quelqu'un qui lit des livres, qui s'intéresse à la politique. Je vous parle comme un citoyen républicain qui est pour la souveraineté du peuple. Je ne veux pas renverser le pouvoir, je veux rendre le pouvoir au peuple, monsieur. Vous devriez avoir honte, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Voilà, on a vu sur des plateaux des journalistes, des experts économiques, des éditorialistes dire le SMIC, l'augmentation du SMIC, ce sera pas possible. Ça peut être possible, ça sera pas possible. Voilà, arbitre de la légitimité des revendications, de qui a le droit de s'exprimer ou non. Allez, va commencer à baliser là-haut. Il y a d'abord une auto-médiatisation par les groupes de gilets jaunes Facebook et tout ça. Et en fait, comme sur plein d'autres dossiers sur lesquels on pourrait revenir, mais les médias sont condamnés de s'en emparer parce que ce sont des altermédias, des pages Facebook et ainsi de suite, qui ont d'abord créé un phénomène social qui condamne les médias dominants s'ils l'ostracisent à être complètement out ou alors à ouvrir un chemin à ce qui est en train de se produire dans le pays. Et donc voilà, et donc ça produit des débordements et ça produit une séquence à l'automne 2018 qui est exceptionnelle, c'est-à-dire des gens ordinaires qui se retrouvent sur les plateaux de télévision, qui sont normalement réservés aux entrepreneurs, aux sociologues, aux économistes, aux parlementaires, enfin à toute la classe dominante. Et d'un seul coup, il y a le surgissement avec l'outil Gilets jaunes sur les plateaux de télévision d'une parole dissidente, quoi. On avait fait une étude qui était assez révélatrice pour le coup, qui portait sur l'émission Les Informés, qui est l'émission de débat de la chaîne d'information France Info. On avait regardé cette émission en gros du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Il y avait eu 135 sujets qui avaient été consacrés aux Gilets jaunes, grands débats, etc. Je crois qu'il y avait plus de 680 interventions de fauteuils accordés. Il y a eu une gilet jaune qui est venue. 86%, plus des 3/4 des interventions, en fait, c'est des journalistes, mais des hauts gradés, donc c'est-à-dire ceux qui occupent des positions de pouvoir dans les rédactions, des communicants
C'est très révélateur de ce qu'est devenu la parole publique et de quelle parole est autorisée ou non dans les médias. Une seule gilet jaune en 6 mois. Très vite en fait, c'est-à-dire début décembre, après la grosse manifestation, il y a eu une panique médiatique mais qui était vraiment palpable. De la même manière qu'il y a eu une panique au plus haut sommet de l'État, mais disons que c'était palpable. Et là, ces éditorialistes et tous les plus hauts gradés en réalité des chefferies éditoriales, ils se sont mis dans le rôle de conseiller du prince, de conseiller d'Emmanuel Macron, parce qu'il fallait en fait trouver une sortie de crise. Il y avait une panique face à un mouvement social qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et qui était en train de bouleverser complètement tout et potentiellement de remettre en cause un ordre politique, un ordre économique, un ordre social. Moi, j'appartiens aux élites parisiennes. Lorsque je suis retourné dans mon milieu d'origine et que j'ai raconté que je participais à des réunions avec des gilets jaunes, ils ont cru que j'avais serré la main de nazis. Je suis tombé sur des fous. Personne en France, dans les territoires, ne peut imaginer ce que pensait le Paris médiatique. Je suis tombé sur des allumés. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer qu'il était urgent qu'ils baissent un petit peu leurs vitres quand il y avait un barrage, qu'ils parlent, qu'ils allaient s'apercevoir que c'était des gens qui avaient des problèmes extrêmement concrets et qui souffraient d'un État centralisé dingue, radicalement hors sol. Et que ça n'avait rien à voir avec des fantasmes d'un retour du refoulé des années 30, de je ne sais quoi. Ça a été inimaginable ce que j'ai entendu. Donc le traitement médiatique, au tout début, il correspond à ce divorce culturel, à cette méconnaissance, à cette scission du pays. Eli Cohen, qui est un économiste ultra médiatique, a eu cette phrase aussi qu'avait relevé Serge Halimi, un appel aux journalistes directement, qui disait « Les journalistes doivent se souvenir qu'ils ne sont pas de simples observateurs, mais qu'ils font partie des élites dont le rôle est de préserver le pays du chaos. » Une citation de BHL qui disait en substance qu'on soit d'accord avec Macron ou non, qu'on soit d'accord avec ses réformes ou non, actuellement, en fait, ça n'a pas d'importance. Face aux factieux, face aux fachos qui veulent détruire la République, soutien inconditionnel à Emmanuel Macron. Je regarde plus la télé depuis fort longtemps, mais en attendant, quand on parlait avec les gens qui étaient encore, qui regardent les médias et qui les croient, on entendait régulièrement les gilets jaunes n'ont pas de message, les gilets jaunes ne demandent rien, on ne parle que du carburant mais on s'en fout, quand on va dans la rue ça part dans tous les sens, vous voulez quoi à la fin ? À la base, Plein d'eau, c'est pas un média à l'attention des gilets jaunes. C'était à l'attention des dominants. C'était pour eux là-haut, pour qu'ils voient en fait combien de conneries ils racontaient. Toutes les personnes qui sont là, il y a la moitié qui est là parce qu'ils sont en précarité, l'autre moitié elle est là en solidarité. Par contre, ils sont issus de milieux populaires, on a revu revenir cette question des classes, des ouvriers. J'ai fait plein de petits boulots, ouvrière en usine ou femme de chambre. Je touche 700 € de retraite, plus 200 € de reversion de mon ex-mari. 27 € et 300 € tous les 3 mois de retraite complémentaire. J'habite une HLM avec un loyer de 490 € par mois, sans APL, du fait du salaire de mon actuel conjoint. J'ai connu au total 5 années de chômage dans ma vie professionnelle. Je n'ai jamais été syndiquée par manque d'intérêt. J'ai des amis marocains et tunisiens depuis longtemps et je ne suis pas raciste. Plein d'eau, c'est un travail de documentation. Il y a de la documentation, parce qu'on classifie les choses. Enfin, il y a ce travail-là, mais il y a vraiment aussi cette idée de donner à voir ces messages-là, en fait. Donc je ne sais pas si ça fait de nous un média ou pas, mais il y a vraiment cet aspect-là, en fait, de faire ce que, pour le coup, les médias ne font pas, en fait, au travers d'un traitement qui est très extérieur. Et pour voir ces dos, il faut être dans le cortège. Il faut être au milieu des gens, en fait. Vers le mois de décembre, c'est là où le moment où il y a des violences policières aux Champs-Élysées, etc. Là, les médias vont davantage axer sur la violence des gilets jaunes en manifestation. Donc on cherche encore qui sont les gilets jaunes. Et là, on va avoir une tendance à faire des portraits de gilets jaunes. Donc plutôt que de s'interroger depuis le début du mouvement sur les revendications,
c'est comme si la question des revendications avait été évacuée, c'est la taxe carburant, voilà, ou la cherté de la vie quotidienne. Et par contre, on va faire des portraits de gilets jaunes pour savoir qui ils sont. Et donc on a vu comment les grands médias ont construit certaines figures publiques. Nous, on avait étudié le cas de Benjamin Cauchy, par exemple, à Toulouse, et c'était assez fascinant parce que, en fait, très vite, dès la 2e semaine, je crois me souvenir, il n'avait pas été du tout élu comme représentatif par son groupe local. Benjamin Cauchy, on l'a vu à la télé, on ne le connaît pas spécialement. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit des gens qui reprennent le mouvement, qui fassent partie d'un parti politique, parce que sinon le mouvement qui est parti de la base, c'était un mouvement populaire qui n'est pas dirigé ni par aucune organisation professionnelle et ni par aucun parti politique. Et par contre, en fait, on le voyait systématiquement à la télévision. Enfin, ça a été le deuxième gilet jaune le plus médiatisé dans les 3 premières semaines du mouvement. C'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas choisi, en fait, qui est dit pratiquement illégitime, en fait, ou en tout cas non représentatif par les gens eux-mêmes, en fait, est construit comme représentatif par les médias. Et donc, il va apparaître comme porte-parole des Gilets jaunes, porte-parole nationale des Gilets jaunes. Il va faire la matinale de Bourdin, il va faire l'émission de Ruquier, il va faire l'émission de Léa Salamé. Donc, on parle pas de... Voilà, c'est pas un petit article dans la presse locale, quoi. Je veux dire, il a eu pignon sur rue, sur BFM, dans les grands médias nationaux. C'est à la fois des routines professionnelles et aussi quelque chose d'idéologique, parce que Benjamin Cauchy... outre son passé politique à l'UMP, voire beaucoup plus à droite avec Nicolas Dupont-Aignan, il avait une position tout à fait modérée, en fait, donc qui convenait bien aux grands médias. Je pense qu'il y a une radicalisation qui est extrêmement dommageable, et pour le coup, je m'en détache, et je sais que des centaines de personnes, déjà depuis ce matin, que j'ai déjà évoqué chez vos confrères, souhaitent effectivement se dégager des Gilets jaunes, et donc je les invite à les rejoindre sur un mouvement qui s'appelle Citron. Voilà, tout simplement. Citron. Citron, puisqu'on en a marre d'être pressé, et on ne veut pas de pépins, et on est jaune aussi. On n'a pas fait de portrait, on a donné exactement les paroles, les verbatims, le résumé des verbatims de ce rond-point. Donc c'est aussi à destination des chercheurs qui n'ont pas pu y être, parce que pas disponibles et tout. Et on a pensé qu'on faisait œuvre, non pas historique, mais en tout cas de marque, de traces pour celles et ceux qui voudraient l'analyser plus tard. L'engagement révolutionnaire est venu du sentiment d'injustice. Je suis allé à Nuit debout 2 ou 3 fois, mais je me sens plus proche d'un mouvement des gens qui adhèrent dans la difficulté. Le rond-point est un média, le nôtre. C'est une zone de communication pour se montrer, devenir lisible, sortir de l'écrasement. On a analysé tous les éléments du rond-point et en 3-4 nuits, on a construit l'architecture du bouquin et on a souhaité le publier très vite parce qu'on est devant un objet fluent, un objet en mutation permanente. Et attendre un peu trop, c'était perdre une information. Donc on a voulu en faire un ouvrage qui soit à destination d'un grand public, qui n'a pas eu ni le courage ni l'opportunité de venir sur les ronds-points à ce moment-là. On a voulu le faire à destination des Gilets jaunes eux-mêmes. D'ailleurs, c'est un bouquin qui est signé Bernard Floris, Luc Gadiansky et tous les autres. Donc l'idée, oui, c'est de concevoir un document qui coûte pas cher à fabriquer, qui se transporte facilement, qui parle pas à la place des Gilets jaunes. Le support de cette feuille jaune permettait de véhiculer les vrais messages des Gilets jaunes. C'est une excellente passerelle pour dialoguer avec les gens qui sont pas Gilets jaunes. Ça leur permet de repartir avec un document, et sur ce document, des vrais messages, des revendications des Gilets jaunes, qu'elles soient traitées soit d'une manière extrêmement virulente, qu'elles soient traitées via des citations, qu'elles soient traitées via des dessins. En tous les cas, ils repartaient, mine de rien, quelque part, avec un peu de l'esprit des Gilets jaunes chez eux. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, comme de faire partie de ça et de pouvoir véhiculer ce moyen de passer les messages des Gilets jaunes. Le mec, il s'est appliqué, il a fait ses lignes, comme sur un cahier à l'ancienne avec la plume, quoi. Il a fait son dessin de lettres. À l'ancienne, c'est super joli. Donc il n'y a pas de texte. Le seul texte, c'est le texte qui se trouve sur les images. Donc la ligne éditoriale, c'est aller construire un discours politique en se servant de ce qu'ont donné les Gilets jaunes.
en mettant un peu de justice sociale, un peu de justice fiscale, un peu de précarité de la vie, des violences policières, en tout cas le RIC, les grosses thématiques, et puis ponctuellement des thématiques minoritaires mais qui apparaissent quand même, et quand on est militant on a envie de les mettre, écologie, féministe, liberté de circuler, sans-papier, tout ça, mais ça vient un peu plus tard. Je m'efforce de construire une narration. Comment je raconte une histoire aux gens. Je me souviens que j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme qui s'appelle Leur grande trouille. Et j'ai eu un débat avec les douaniers de Solidaire. Donc je fais mon exposé aux douaniers de Solidaire. Et à la fin, il y a un copain de Solidaire qui vient me voir et qui dit « Le problème avec toi, c'est que tu fais du storytelling. » Donc moi, oui, je raconte des histoires. Je veux dire, j'ai fait une fac de lettres, c'est pas par hasard. Je lis des tas de romans, c'est pas par hasard. Donc, pour que les gens ils accèdent, qu'ils entrent dans la vie des autres, sans doute qu'il faut leur proposer une forme de récit qui leur permet d'y entrer. Et donc, c'est vrai que ma forme de récit est pas très très compliquée. C'est qu'il y a un personnage qui sert de fil conducteur, et c'est moi, bien souvent. Et donc, du coup, que dans un lieu comme celui-ci, on vienne mettre un tableau, un beau tableau, qui rend la beauté à un homme et qui la rend finalement à tout le monde, je me demande si c'est pas un peu de lutte aussi contre notre dégradation esthétique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de manger, on a le droit de s'habiller, on a le droit d'être logé, mais aussi on a le droit à la beauté. La beauté, elle n'est pas réservée aux riches, on y a droit aussi, nous, à la beauté. Pour moi, la démocratie, c'est du conflit, et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de récit non plus, sans une forme de conflictualité, quoi. J'ai du mal avec le cinéma qui ne fait que enregistrer les gentils. Je construis Je veux du soleil avec un méchant. Le méchant, c'est Macron, c'est clair. De toute façon, j'ai pas trop de mal à l'inventer. Je veux dire que c'était clair dans les mouvements de Gilets jaunes. Bon, comme on ne peut pas l'avoir en vrai, on l'a par des espèces de ces interventions qu'il fait à des moments réguliers dans le truc des Gilets jaunes. Les porte-voix d'une foule haineuse. C'est la dictature de la foule. S'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Un mouvement de destruction massive. À la recherche du chaos. C'est une menace contre la démocratie. C'est un viol de la démocratie. Aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. On coche vraiment toutes les cases. Complotistes, conspirationnistes, antisémites, xénophobes. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. C'est tout simplement la négation de la France. Quand le bouquin il est sorti, quand on l'a présenté, il a été lancé ici. Ce qui est génial, c'est que chaque gilet jaune dédicaçait le bouquin à son voisin et aux gens qui étaient là. On en est fiers, on est fiers parce qu'on se bat pour nos enfants, on se bat pour les suivants, on se bat parce que l'intolérable est de plus en plus présent. On est fiers parce que c'est pour un monde meilleur et puis pour l'honneur des travailleurs, comme dit la chanson, que l'on chante bien souvent lors des manifestations. Voilà. On a 5 € qui nous revient par rapport à ce livre, 5 € à l'éditeur, 5 € au rond-point pour pouvoir poursuivre les actions, pour pouvoir aller, se déplacer, voyager. Ça nous paye nos frais parce que on n'est pas riche. En tout cas, pour les 2 ans de Gilets jaunes, j'ai minimum 7000 médias, quoi, entre les vidéos et les photos. Ça peut être des vidéos assez longues de manifs où j'ai envie qu'on se rende compte de la masse, ou alors des moments très courts justement où il y a eu un palais de lacrymo qui a touché quelqu'un, qui a blessé quelqu'un. Nous étions gazés, nassés, pourchassés dans les rues. Fallait aller tout droit là, on s'est fait diviser là. Ils visaient les passants, les journalistes. Les médias vont commencer à parler des violences à l'encontre des Gilets jaunes à partir du mois de janvier, quand il va y avoir vraiment une escalade qui est dans les faits, mais sauf que ça a commencé au mois de décembre. Sans ces automédias, on aurait eu une couverture qui aurait manqué. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui n'auraient pas été filmées, notamment les violences policières. Et il y a certains journalistes qui disent que leur rédaction leur a demandé, à certains, de ne pas aller sur les manifestations, de ne pas rester jusqu'au bout des manifestations. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques pour l'assurance, responsabilité civile, etc. Et puis voilà, on ne va pas se retrouver avec un journaliste éborgné ou je ne sais quoi. Donc il dit, mais il y a des trucs qu'on n'a pas pu voir. On n'avait pas le droit d'aller devant. Dans un silence général effroyable.
Une violence inouïe sur des manifestants pacifistes. Des blessures de guerre, disaient les chirurgiens. Ils visent les yeux, disaient les manifestants. C'était l'horreur en manif. Et là, qui allait devant? La prise en charge des violences policières, sans ces automédias, elle n'aurait pas existé. Il a fallu attendre 1 mois et demi, 2 mois pour qu'on entende parler de violences policières en fait, dans les grands médias, alors que c'était documenté dans des médias indépendants, ça a été documenté rigoureusement par David Dufresne chaque samedi, alors qu'on avait déjà des gens éborgnés, des gens avec des mains arrachées, des gens avec des blessures à la tête. Enfin, je veux dire, c'était absolument énorme tous les samedis. Et il y a eu une omerta totale pendant 1 mois et demi, 2 mois dans les grands médias. Ça ne veut pas dire que des journalistes qui étaient sur le terrain n'ont pas rapporté des informations, mais force est de constater qu'en fait, ça n'a pas passé le plafond de verre des rédactions. Parce que vu la violence inouïe des casseurs, eh bien, il n'y a pas eu, à première vue en tout cas, de bavure. Pas de mort, pas de blessés graves. Et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Mais 64 enquêtes, c'est évidemment beaucoup. Ça montre en fait surtout que le système fonctionne bien. Une fois que les grands médias ont commencé à parler un peu des violences policières, il faut voir aussi comment ils l'ont fait. Je veux dire, c'était pas du tout un traitement satisfaisant. Moi, je me rappelle, il y a 2 moments qui m'ont extrêmement choquée dans toutes les horreurs qu'on a pu voir. C'est un plateau sur BFM où il y avait Jérôme Rodriguez, donc, qui a été éborgné, qui était en face de Nicolas Doménac. Mais quand vous me dites ne parlez pas de tirer dessus, j'ai quoi là? Non mais il y a des morts au Venezuela, c'est grave. Non, mais je me suis pas grave. mis, monsieur Doménac, je me suis pas mis le doigt dans l'œil. Dites pas ça. C'était hyper frappant ce moment de déconnexion en fait des élites médiatiques, en fait, de ces éditorialistes qui sont face à quelqu'un qui s'est fait éborgner en manifestation et qui en plus lui disent en fait vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes fait tirer dessus. Un autre plateau, idem, je crois que c'est Olivier Béziade, un gilet jaune de Bordeaux, qui pareil s'est fait toucher par un tir de LBD en pleine tête, qui s'est évanoui, qui a eu des séquelles pendant très très longtemps, et c'est peut-être probablement encore le cas, qui est sur un plateau de BFM TV face à Bruce Toussaint, l'animateur, qui lui dit en gros à un moment « Bon bah vous étiez, qu'est-ce que vous voulez, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment ». Ça me... Encore parce que c'est tellement violent en fait. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler. J'ai perdu l'usage de mon bras, de ma jambe. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais rien faire. C'est la première fois que vous alliez dans une manifestation? Oui. Première fois? Première fois. Et puis, ça n'empêche pas que vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand des gens se mobilisent, quand il y a un mouvement massif comme celui des Gilets jaunes, comme quand pour une fois ils ont accès à la parole publique et qui sont à la télé pour raconter des choses, en fait on les écrase quoi. Et puis après, à partir du mois de janvier, là, les violences ont pris beaucoup de place. On ne se demande plus qui sont les gilets jaunes. On parle beaucoup des violences et des manifestations. Mais on va commencer un peu à parler des revendications. Donc il y a une évolution dans le cadrage médiatique. C'est-à-dire qu'on voit que, comme si les journalistes et les médias, ils accusaient un certain retard dans la compréhension de ce mouvement. Il y avait ce côté un peu urgence de documenter. Il y avait donné une vision de l'intérieur, chose qu'il ne se faisait pas. Après, il y a eu 2 types, je pense, de documentation par téléphone sur les actions. Il y a eu les gens qui étaient là pour faire remonter en direct l'info sur les réseaux sociaux. Et il y avait les, je dirais, plus photographes qui, soit avec des outils de photographe, soit avec des téléphones, ont cherché plus quelque chose de journalistique, d'historien en fait. Cette cabane a été l'abri pendant des semaines de la misère sociale. Elle a été la table de ceux qui n'avaient rien dans les frigos et qui n'ont jamais osé le dire. Elle était un cocon de joie pour ceux qui la voyaient rarement. Elle était l'oreille et l'épaule des histoires les plus sordides. Une fenêtre ouverte sur autre chose.
Je pense que la politique et le cinéma aussi, ça se fait en mobilisant des affects et en les canalisant pour qu'ils donnent quelque chose de positif. C'est un choix. Soit on se dit qu'il faut être pur et on n'utilise pas les affects au risque de peut-être se marginaliser, soit on se dit bah non, les affects, il faut les prendre, on vit avec ça et on les détourne, quoi. Je ne dis pas qu'il faut que des affects, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des chiffres, des statistiques, des raisonnements, de la théorie et que même je pense que quand tu fais des choses sans montrer la théorie qu'il y a derrière, il y en a de la théorie. Je veux dire que je ne fais pas Je veux du soleil sans avoir lu Bourdieu, par exemple. Pour moi, le montage, il est la résultante de la prise d'image. Il est intéressant parce que 2 ans après, c'est encore une éternelle question. Pourquoi un montage? Pour qui? Pour dire quoi? Alors que je le porte vraiment comme un outil historique, ce montage. Je lui donne sans prétention parce que... mais oui, pour moi, il faut absolument qu'il y ait des montages de chaque rond-point qui soient faits et avec du recul ou sur l'instant, ça sera des messages différents, mais tellement important que ça soit fait. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on accepte plus de voir des images de gilets jaunes et en tout cas de les voir sans y prêter direct un jugement et sans être obligé de s'en défendre tout de suite. On arrive à mieux regarder les images de gilets jaunes, je trouve. J'ai été partout, tout le temps, pour ne rien perdre. Pour en quelque sorte pouvoir remettre à l'histoire ce que la majorité n'ont pas vu, n'ont pas su, n'ont pas compris, et que ce cri si authentique et strident venu de la rue ne reste pas que le reflet du mensonge des médias, mais bien quelque chose de l'intérieur, pris et retranscrit sans filtre. Cette feuille jaune, ça a été conçu comme un outil de propagande, de contre-propagande même, pour à la fois se rendre visible aux yeux des gilets jaunes, mais à la fois sortir de la rue pour aller se mettre sous le nez des bourgeois, amateurs d'art et de choses graphiques, pourquoi pas? Faire un objet qu'ils vont trouver un peu sexy, quoi. Donc aller chercher une esthétique qui va permettre d'inverser l'hégémonie culturelle et de montrer qu'au lieu d'être des bouseurs, mais regarde comment ils sont classe, ces gilets jaunes, comment ils ont du style, quoi. Ce mouvement nous a fait un coup de frais, de spontanéité, de sobriété dans les moyens, d'efficacité dans les mots. On n'a pas besoin d'écrire une tribune dans je ne sais pas quelle revue de Saint-Germain-des-Prés pour dire ce qu'on a à dire, en fait. Les gilets jaunes, ils l'ont dit très simplement, ils ne sont pas prétentieux, ils méprisent personne, voire même ils sont bien plus tolérants, peut-être même s'ils ont voté FN que des gauchistes de Saint-Germain-des-Prés le sont, quoi. Enfin, en fait, ça a fait un bol d'air d'humanité qui était chouette, et puis donc de fait, Plein d'eau est devenu un média du mouvement. Sur les manifs des Gilets jaunes, effectivement, aujourd'hui, Plein d'eau, il est connu, il est attendu. Je dirais entre guillemets, le travail est fait. On sait que c'est pour aider les mutilés, les incarcérés. Les Gilets jaunes le savent, c'est leur média, et ils le disent. Ils l'attendent. Le média, c'est ce qu'on en avait parlé avec Louise. Le média lui a échappé. Notre 4e rapport, finalement, c'est que le mouvement ne s'était pas essoufflé, contrairement à ce que disaient les médias, justement, parce que du coup, on a aspiré la presse, qui parlait d'un essoufflement. Donc nous, pour vérifier l'essoufflement, donc à chaque fois, on allait vérifier quelque chose. Hein. Pour le premier rapport, on vérifiait si c'était pas tout et n'importe quoi ce que disaient les Gilets jaunes en ligne. Là, on est allé vérifier si c'était essoufflé. Et donc, ça ne s'était pas essoufflé. Il y avait toujours autant de dynamisme dans les discussions, de politisation dans les discussions, et par contre avec davantage de gilets jaunes qui se mettent à commenter l'actualité. Alors ils sont un peu fait court-circuiter par les annonces de grands débats, on a le politique qui reprend en main le calendrier de la parole publique et qui intervient beaucoup dans l'espace public à ce moment-là. Donc les gilets jaunes, on couvre toujours leurs manifestations tous les samedis, tous les médias, vraiment quasiment sans exception. Mais par contre, on parle moins des gilets jaunes finalement. Il y a moins d'articles de recherche de fond sur les gilets jaunes. C'est comme si on avait évacué tout l'intérêt qu'ils représentaient. Et donc on commence à parler d'essoufflement. On raconte une fin d'histoire. On commence à raconter une fin d'histoire. Et puis après la fin du mouvement,
puisqu'après on a été confinés, donc ça s'est étiolé au fur et à mesure. Hein. Enfin, la fin du mouvement, les médias, on voit que le mouvement des Gilets jaunes est rentré dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vont interroger des réalisateurs de films, ils vont interroger plein de gens du milieu de la culture, et à chaque fois on trouve, parce qu'on ne comprenait pas qu'on avait des classes cinéma, des classes culture, et en fait ils interrogent des gens, par exemple pour le Festival de Cannes, en disant, alors maintenant on ne parle plus de mai 68, on rapproche mai 68, et comme le mouvement des Gilets jaunes, alors vous faites un documentaire là-dessus, donc c'est comme le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est devenu une figure, enfin c'est devenu quelque chose qui est rentré dans l'histoire et dans la culture commune. Donc une référence. Et ça peut introduire un autre rapport du cinéma à créer une contre-actualité. Voilà l'actualité BFM, et nous, on vous propose un autre regard, quoi. Je ne sais pas si c'est même un film sur les Gilets jaunes, tu vois. Moi, c'est sur un film sur des gens qui, à un temps, ont été Gilets jaunes, mais qui racontent ce qu'ils ont été pendant des années en silence aussi. Au fond, ce moment-là, c'est un moment où la parole se libère, c'est le MeToo du peuple. Et donc, moi, je viens enregistrer ce temps où il y a un MeToo du peuple et où il y a la parole qui se libère, tout en sachant que 15 jours plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, peut-être que la fenêtre serait fermée, peut-être que les âmes se sont refermées, peut-être que les bouches se sont refermées, sans doute. Et que donc voilà, à ce moment-là, il faut que je vienne capter ça. Mon idée, c'est d'être là où ça se passe. Il y a des plaques tectoniques, il y a des moments, il y a des lieux où ça frotte. Calais en est un, les ZAD en est un autre, les ronds-points, c'est une espèce de truc, c'est une constellation. Par exemple, en géographie, on a l'habitude de dire la ville à partir de périmètres, de dire les territoires à partir de périmètres. Et là, il y a quelque chose qui est de domaine du pop-up, de l'effervescent, du phosphorescent peut-être, en tout cas quelque chose qui est du domaine de l'archipel, des lucioles de Pasolini, quelque chose qui est du domaine du discontinu, qui émerge partout. Des manifs, un rite le samedi, et puis des lieux qui se fabriquent, qui se bricolent et qui se bidouillent. Et ça, cette fabrique-là, elle est très intéressante parce qu'elle renvoie à la ville éphémère, elle renvoie à la ville temporaire, et elle renvoie à la simplicité d'un échange entre les personnes. Et une partie du combat sur les ronds-points, une partie de ce que les Gilets jaunes disent, c'est qu'ils sont là aussi pour les autres, et ils sont là notamment pour ceux qui passent leur journée sur les écrans, que ce soit la télé, que ce soit les écrans, et ils sont là aussi pour les générations nouvelles, souvent leurs petits-fils ou leurs fils, qui sont pris en charge par les algorithmes de la Silicon Valley. Voilà, c'est comme ça que ça se parle. Et quelque part, ils se battent contre Orwell. C'est assez intéressant, c'est un bouquin qui circule sur les ronds-points Orwell. On y retrouve l'amitié, car nous sommes tous dans la même galère. Et on défend la même cause. On se tient compagnie. Je dis que je suis gilet jaune. Je ne me cache pas, j'ai été syndiquée, CGT par ma mère, quand je bossais chez Renault en Normandie. J'ai manifesté. Je n'ai pas d'opinion politique. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Aux européennes, je pense que je vais mettre un bout de papier toilette dans l'enveloppe comme d'habitude. Je ne sais pas où nous allons, nous sommes mal partis et nous n'avons pas de soutien. Les médias nous ont mis dans le caca, nous avons pourtant un bon esprit et sommes courageux et volontaires. Les gens devraient se mobiliser. Et voilà, et c'est fini. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On n'a pas su attraper ce surgissement, quoi. Donc quand on ne sait pas, on a peur. Quand on a peur, on ne va pas voir. Et quand on ne va pas voir, on fabrique des caricatures. Et quand on fabrique des caricatures, eh ben, on les agite comme des épouvantails et puis ça suffit. Et une des tristesses pour les gens sur les ronds-points, c'est de ne pas voir arriver d'autres gens qui n'ont pas été touchés au début par le mouvement et puis qui voient qu'au-delà de la caricature sur la violence, sur l'antisémitisme et tout ça, en fait c'est un lieu de fraternité. Donc exister, être devant soi dans la rencontre, c'est une posture, c'est celle que doivent avoir les journalistes, celle que doivent avoir les scientifiques. Surtout ce rond-point, il est devenu lui-même un média, un totem et un média. Il est lui-même un média, c'est-à-dire qu'il produit ses propres panneaux. Et ça, les Gilets jaunes, on en la maîtrise. Alors, il y a un Facebook sur lequel tout est ouvert, les conclusions des AG, l'information sur le mouvement, mais surtout local. Donc ça, c'est produit. Et puis là, depuis quelques jours, il y a l'un d'entre nous qui s'est mis à
à faire de la vidéo. Il y a l'idée de faire le récit, le storytelling de cette histoire-là, puis il y a l'idée de maîtriser soi-même sa communication. L'idée, c'est de rendre justice à ces gens qui étaient dans la rue semaine après semaine, sur les ronds-points, et qui se faisaient mutiler, gazer et compagnie. Donc il y a eu 12 numéros jaunes, 55 000 feuilles diffusées de la main à la main, et ce qui a permis de générer, je crois qu'on est à 26 000 € de dons à des mutilés, des caisses de défense collective et des personnes incarcérées. Et puis oui, ça devient, de fait, même si ça se veut pas nécessairement être un média, quoique c'est quand même daté, que ça a un rapport avec le temps, que ça sort au plus fort du mouvement, ça sort toutes les 2 semaines, et les gilets qui sont dedans, ce sont les photos qui ont été vues dans les 2 semaines précédentes. Dans ce sens-là, oui, c'est un média, parce que ça montre une réalité de l'instant. C'est des images qui ont été confiées à plein dos pour une galerie nationale de Gilets jaunes qui est devenue un média solidaire qui a permis de ramasser de l'argent. Mais les images qui sont dans le pot commun n'appartiennent pas au collectif plein le dos. Néanmoins, c'est un beau corpus qui peut intéresser l'histoire, la science, la mémoire. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. Aujourd'hui, les gestes barrières. Demain, les gestes barricades. Il a trouvé jeune pour des politiques en carton. Je suis une web TV indépendante qui existe maintenant depuis 5 ans. Le but en fait de ce média a été de faire parler les ruraux, où j'organisais des plateaux télé. Je mettais en avant artistes, artisans, paysans et belles initiatives locales. Et je faisais des petits reportages sur les personnes que je présentais. Mais ensuite, j'ouvrais au public pour qu'ils puissent venir visionner et dialoguer avec nous. Je fais pas ça à plein temps, puisque je travaille à côté. Et là, je trouvais intéressant, puisque je suis du 34 et que ça se passait sur le territoire, de montrer les ruraux. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les ruraux. Pourquoi ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils rêvent. Voilà, c'est ça qui m'intéressait de recueillir, en tout cas aujourd'hui, leurs paroles. Qui reconnaît les différents modes d'action dans le mouvement, dans toute leur diversité? Ouais, bon, j'ai l'impression. Qui est contre? Et moi, je suis rentré dans le mouvement par l'image. C'est-à-dire que je voulais filmer ce moment-là. Je ne pensais pas du tout que ça durait aussi longtemps. Je m'étais dit, c'est un moment historique. Je veux filmer. En 1 semaine ou 2 de temps, j'ai été gilet jaune à plein temps. Et je me suis rendu compte surtout que c'était très compliqué de filmer. Parce que ce qui est débattu, c'est beaucoup de la désobéissance civile. Donc on incrimine les personnes et on ne peut pas diffuser ces images-là. Je pense qu'à la base, les gilets jaunes, c'est un mouvement de colère. Colère contre tous ceux qui sont au pouvoir. Et les médias font partie du pouvoir. Et donc je pense qu'il y a eu aussi un soulèvement vis-à-vis de ça. Notamment, il y a eu des erreurs d'interprétation des médias, probablement des choses fausses qui ont pu être communiquées sur les manifestations, des chiffres qui n'étaient absolument pas ceux qu'on pouvait ressentir quand on était dans la rue. Et donc il y a toute une phase de défiance qui a eu lieu. Je pense que maintenant ça s'est un peu apaisé
et qu'on va pouvoir peut-être envisager de travailler de manière plus étroite avec certains médias, ceux dont on sait qu'ils sont fiables, ceux qui ne déformeraient pas nos propos, ceux qui ne sont pas vendus à une idéologie particulière, notamment qui vont défendre le pouvoir coûte que coûte. Le piège dans lequel on n'est pas tombé, ça aurait été de faire émerger des personnes qui prennent le pouvoir de par une surreprésentation médiatique. Et il faut trouver le juste milieu là-dedans. Il ne faut pas spécialement vouloir décapiter les personnes qui vont sur les plateaux de télé, surtout si elles ne disent pas des choses fausses. Mais il faut aussi, nous, qu'on puisse pousser l'information de la base. Peut-elle s'organiser avec un autre niveau? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un débat là-dessus avant de faire... Vous en aurez tout le week-end. Donc Virginie, du coup, je suis photographe sur les... je couvre tout ce qui est manifestation des Gilets jaunes depuis le mois de décembre pour essayer de faire passer le maximum d'informations de ce qui se passe réellement sur le terrain et pas ce qui est diffusé sur les médias à la télé. On est un petit groupe de 5-6 photographes. On vient tous les samedis et tous les samedis on est bien accueillis parce que justement les gens sont contents de retrouver après une trace de ce qui s'est passé dans la journée et puis aussi s'il y a eu des violences, qu'il y ait des preuves qu'on peut voir d'ailleurs ici dans cette salle, le mur jaune avec toutes les photos des blessés. France 3 ou d'autres médias n'étaient même pas au courant en fait, qu'il y avait autant de blessés dans les manifestations. Justement pour essayer de vraiment être le plus juste possible, au plus près de la réalité en fait, vraiment parce que je trouve ça vraiment incroyable que les informations soient détournées vraiment à ce point-là quoi. Petite info, on va avoir besoin des rapporteurs des différents groupes d'hier ou au moins un de chaque groupe pour pouvoir lire les synthèses. Moi, je suis le rapporteur du groupe Lien avec la population. Donc, le premier point, c'est surtout vis-à-vis des médias, comment se préparer vis-à-vis d'eux et comprendre leur fonctionnement. Ce qui paraît tout à fait essentiel. Pour pouvoir renouer avec la population, il faut qu'on en passe par eux, par les médias. Ensuite, utiliser plusieurs canaux de communication. Montrer qu'on s'organise, communiquer sur la structuration pour être crédible. On est là sur les 3 jours pour participer au débat avec eux, pour comprendre quels sont les sujets qui les intéressent et où le mouvement va aller plus tard. Pour écouter vraiment de l'intérieur leur sujet, ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe, pour ensuite pouvoir sur notre chaîne faire un retour d'expérience, expliquer aux gens qui regardent notre chaîne, qui ne sont pas tous gilets jaunes, ce qui importe dans le mouvement des Gilets jaunes, comment ce mouvement va évoluer et ce qui est intéressant, les particularités du mouvement des Gilets jaunes par rapport aux autres mouvements sociaux. Alors on ne dit pas qu'on est objectif, parce que personne ne l'est, on assume notre subjectivité, on dit qu'on a une subjectivité argumentée. C'est-à-dire qu'on va soit nous avoir notre subjectivité mais essayer de donner des arguments, soit interviewer des gens et eux leur permettre de s'exprimer directement. Donc c'est un média subjectif, mais une autre subjectivité que celle de BFM TV ou de TF1. Nous en fait on a été contactés parce qu'on est proche quand même du milieu des Gilets jaunes, donc on nous a invités un peu en dehors du circuit traditionnel. Donc on a ce petit bracelet jaune qui nous permet de filmer un peu partout. Je ne sais pas si on a plus d'autorisation que les médias mainstream, mais en tout cas on est plus accepté parce que les Gilets jaunes savent qu'on est là pour rendre compte fidèlement de leur lutte et pas les manipuler ou les détruire. Ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui s'est construit sur la méfiance. La méfiance envers les politiques, la méfiance envers les chefs et la méfiance envers les médias. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dominés et opprimés de partout et donc ils rejettent toutes ces formes de domination. Et dans ces formes de domination, il y a les médias classiques parisiens. Donc c'est assez récent dans l'histoire des mouvements sociaux. Et chez les Gilets jaunes, il y a cette volonté d'émancipation. On ne veut plus être dominé par qui que ce soit. Donc cassez-vous les médias mainstream. Nous, on veut nos propres médias. On veut que le peuple parle pour le peuple, pas des élites parisiennes pour des choses qu'ils ne connaissent pas. En fait, le système possède les médias et crée une propagande anti-mouvements sociaux. Ça, c'est pourquoi Arnaud Lagardère, pourquoi Patrick Drahi, pourquoi Bolloré possèdent tous les médias, pourquoi ces multimilliardaires achètent des médias, parce que ça permet de contrôler la pensée des gens. Donc que les Gilets jaunes aient pris conscience de ça et se disent qu'il faut développer des médias alternatifs pour proposer une vision alternative de la société, c'est tout à fait pertinent en fait.
Nous, grâce au procès qu'on a déclenché, on a commencé à faire bouger l'État sur la question de la désobéissance civile. Il y a eu un jugement très important à Lyon il y a 2 mois. Donc je vous invite vraiment à poursuivre les actions, les manifs, l'insurrection, les choses bonnes. Là, pour le mouvement des Gilets jaunes, pour le coup, je suis actuellement tout à fait indépendante. Personne ne m'a rien commandé ni rien, voilà, parce que je suis actuellement libre. Mais c'est moi personnellement qui décide de faire des images d'archivage et de documentaire, parce que pour moi c'est un mouvement essentiel. Et le documentaire, je vais le proposer à des amis avec lesquels j'ai travaillé d'habitude et avec lesquels j'ai déjà fait pas mal de documentaires, qui sont des amis iraniens. Une interview, je le fais long parce que j'aime comprendre ce que l'autre veut dire. Et les interviews que peuvent faire les journalistes de BFM, je pense que c'est tellement court qu'il peut cerner que ce qu'il a envie de dire. Il ne cerne que ce qu'il a envie de faire dire. Alors que moi, j'ai envie de faire dire ce que... Non, je n'ai pas envie de faire dire quelque chose. Je veux que les gens disent. D'abord, les gens maintenant, ils ne lisent plus beaucoup, hein. Peut-être que dans l'avenir, on aura un monde que fait d'images. Hein. Donc déjà, il faut penser à ça. Et puis la vidéo, parce qu'il y a la gestuelle. Hein. La gestuelle compte beaucoup. La gestuelle compte beaucoup. Quand vous faites une interview, quand vous filmez des gens, vous voyez la gestuelle qui en dit tout autant que les paroles. Les médias autonomes sont plus susceptibles d'être alliés. Les médias gilets jaunes sont des alliés dans la mesure où ils rapportent fidèlement la parole, les actions et les choix de l'ensemble du mouvement ou de ses partis. Dernier point sur les médias. Ici, des points de désaccord et des questions en suspens. Point d'accord. Distinguer entre les médias dominants et les médias autonomes, même s'il est difficile de trouver les bons mots pour définir les uns et les autres. Exemple, les médias dominants sont à ranger avec les ennemis, étant dans l'ensemble des organes de propagande de l'ennemi. Ce constat n'empêche pas certains gilets jaunes ou groupes de penser que des alliances sont possibles dans la mesure où ils peuvent relayer leurs actions. Écoutez, moi je suis donc journaliste pour RT France, donc ça fait 3 ans que je travaille là-bas, donc j'ai intégré l'équipe web et depuis la télé c'est monté, donc depuis je travaille aussi avec la télé, donc je fais un peu les deux. Donc nous on est un média qui s'intéresse à ce qui se passe en France et qui veut apporter une couverture médiatique. Et le motto c'est oser questionner et donc on est là pour apporter notre point de vue, parfois un peu différent, et en essayant d'entendre tout le monde, toutes les parties. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, et en laissant libre parole à ce que disent les gens. C'est-à-dire que c'est une des parties qui m'intéresse de mon travail, notamment quand je fais du travail de terrain. C'est-à-dire que je fais des couvertures beaucoup en Facebook Live quand je travaille pour le web. C'est-à-dire une couverture en Facebook Live, je prends ma caméra, je vais sur le terrain au milieu de l'action et je filme ce qui se passe, mais sans donner de commentaires, c'est de l'action brute en fait, et où chacun, les gens qui suivent le live, se font eux leur propre avis sur les événements qui sont en train de se dérouler. On voit bien l'ambivalence de ce mouvement-là vis-à-vis des journalistes, c'est-à-dire que évidemment le traitement médiatique a été ce qu'il a été très discutable au début du mouvement. Et donc les Gilets jaunes, ça c'est leur choix, à tort ou à raison, en veulent beaucoup aux médias et aux journalistes. Mais d'un autre côté, si aujourd'hui on a tous été invités aujourd'hui, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une couverture médiatique pour être entendus dans le pays. Dans les médias, un peu partout, quand on pense Gilets jaunes ou qu'on interviewe des Gilets jaunes, n'importe quel média va directement vers les hommes. Alors que sur les ronds-points, dans les manifs, dans les AG, les femmes sont là. Et elles sont bien là, et elles organisent, elles distribuent la parole, elles sont médiatrices, elles sont complètement impliquées, elles sont quasiment invisibilisées. Et il y a des groupes Facebook de femmes gilets jaunes,
Entre nous, on discute du sort des femmes, des inégalités qu'elles rencontrent, des difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est vraiment mis de côté par les médias en général. Le mouvement m'a donné envie d'écrire parce que c'est important qu'on laisse une trace. Aussi pour montrer que les Gilets jaunes ne sont pas des illettrés, qu'il y a toutes sortes de personnes parmi les Gilets jaunes. Que le cliché que veulent nous montrer les médias est quelque chose de complètement faux. Et les droits d'auteur sont reversés aux Gilets jaunes. Je suis le mouvement depuis le début, voilà, en tant que gilet jaune. Et puis bon, j'ai pas beaucoup, en tant que documentariste, j'ai pas filmé depuis le début. Et puis aujourd'hui, j'organise un petit stand où je pose simplement une question à chaque participant. C'était pour changer un petit peu des interviews où quelles sont les revendications, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je voulais créer quelque chose d'un peu plus convivial et peut-être un peu plus dans l'émotion. L'émotion dans l'information, c'est forcément la plus mauvaise chose, mais du coup moi je ne m'inscris pas vraiment dans l'information. Moi je veux capter un moment de vie, je ne prône pas donner une information. Donc c'est pour ça que j'utilise ce biais qui n'est pas forcément bon, mais moi j'aime bien j'ai été attendri par le mouvement des Gilets jaunes parce que je trouve ça fabuleux de solidarité, de générosité. Donc moi en tant que personne de l'image, je vais aborder ce sujet-là et pas aborder quelque chose de pragmatique et d'informatif. Et après c'est un petit peu la déformation professionnelle de voir les Gilets jaunes où avec peu de moyens c'est très dur de faire de la vidéo. Et donc c'est envie de donner un petit coup de main professionnel et d'avoir un angle de vue, on va dire, autre que les lives, que peut-être des fonctions plus amateurs que font beaucoup les Gilets jaunes. Donc c'est peut-être l'envie d'apporter quelque chose avec un bon son, une bonne image et de pouvoir parler calmement avec peut-être quelqu'un qui connaît le métier. Voilà, je pense que c'est complémentaire avec les lives et le côté plus amateur qu'affectionne le mouvement. Malheureusement, la vidéo, la production demande beaucoup de budget. Et donc pour l'instant, les Gilets jaunes doivent mettre des sous ailleurs ou leur énergie plutôt dans l'organisation des ADA. Donc c'est très compliqué d'aller vers la vidéo et ces moyens de communication qui sont hyper importants mais qui sont onéreux. Donc je pense que le mouvement fait ce qu'il peut et il faut faire appel à tout professionnel pour aller aider les Gilets jaunes et non pas aller venir en tant que réalisateur, mais peut-être que les réalisateurs, les professionnels de l'image se mettent au service des Gilets jaunes et fassent naître des nouveaux réalisateurs qui sont internes aux Gilets jaunes pour raconter leur histoire et peut-être être un support seulement technique. Il faut mettre des choses à disposition, libres de droit et sans apporter une signature audiovisuelle, c'est ce qui est souvent le cas. Et peut-être souvent un défaut de vouloir à tout prix s'approprier un reportage, une image et faire comme ce que font tous les Gilets jaunes, c'est-à-dire vraiment du bénévolat au point de vue, comme pour l'ADA, des cuisines, de l'électricité, de l'organisation. Et pourquoi la vidéo et le son ne feraient pas pareil? Si les cuisines, il n'y a pas marqué le nom de tous ceux qui ont fait la cuisine, pourquoi on ne ferait pas pareil pour la vidéo? En tout cas, merci à vous d'être là. Merci aux médias. Je trouve ça important que les médias puissent venir capter quelques images sur quelques instants, sur quelques espaces définis, et qu'on puisse donner à voir toute cette démarche de structuration, de démocratie appliquée. Depuis le début du mouvement, en tout cas depuis que le média est créé, on a suivi le mouvement des Gilets jaunes. On a invité quasiment, pas tous, mais beaucoup des acteurs du mouvement des Gilets jaunes. Et ça nous paraissait tout simplement logique d'être là aussi lors de cette ADA, l'Assemblée des Assemblées, qui se déroulait justement à Montpellier. Donc on est ici parce qu'on voulait rencontrer les Gilets jaunes de France, de toute la France. Voilà. Bon, globalement, on dit qu'on est un média alternatif tout simplement parce qu'on est alternatif, la question se pose, à quoi? Ce serait aux grands médias en fait. On cite toujours les télévisions de chaînes d'information en continu ou même les grandes radios, etc. En ce sens, oui, on est alternatif parce qu'on se positionne à un autre endroit, c'est-à-dire qu'on va vraiment donner la parole aux personnes qui sont concernées directement, sans les juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Si on a écouté les grands médias, on s'est rendu compte que beaucoup ils jugeaient les gens, ils demandaient de dénoncer, peu importe quoi, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, mais demander de dénoncer les violences, dénoncer tel type d'action, etc. Et tout ça, ça nous a posé problème du point de vue des grands médias. Donc on a voulu, en ce sens-là, créer un média qu'on peut effectivement appeler alternatif à ça en tout cas,
pour justement donner la parole aux acteurs directement de notre société, et là en l'occurrence de ce mouvement. Donc en ce sens, on est un média alternatif. Quand on décide de ne pas juger les gens sur leurs actions ou juger un mouvement, d'ailleurs ça ne sert à rien de juger un mouvement. Quand il y a des faits, il y a des faits, quoi. Et c'est pour ça que je vous citais Durkheim tout à l'heure, il dit qu'il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Ça existe, point. Quand une pomme tombe d'un arbre, se dire on ne va pas remettre en question le fait qu'elle tombe de l'arbre. On se pose la question de savoir pourquoi elle tombe de l'arbre, comment elle tombe de l'arbre, quoi. Bon, voilà, quand il y a des mouvements sociaux, de la même manière, il faut le considérer comme un fait, quoi. Un fait en tant que tel. Donc un journaliste, je pense, doit au moins savoir observer ce fait, l'interroger et de toutes les manières possibles sans poser de jugement là-dessus. Voilà, simplement en essayant de comprendre et de transmettre ça à l'ensemble de la population. Je pense que ça, c'est un travail honnête de journalisme. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que beaucoup de médias alternatifs, justement, essayent de faire. Partout, on va voir nos collègues, dès qu'il y a un point noir, on mettra un point noir sur là où ça a fait débat, parce qu'effectivement, on a mis une rente de compte rendu par rapport à ça ce matin. Il faut donc organiser l'intervention permanente des citoyens dans la vie municipale. La production de masse est à l'origine de l'urgence sociale et climatique. On a suivi dès la première assemblée des assemblées, on était à Commercy, j'avais la chance d'y être moi. Et ensuite on a été présent à toutes les assemblées des assemblées. Je travaillais à RMC pendant 6 ans, en tant que journaliste pigiste, mais quasiment à plein temps. Et j'ai vécu justement ce passage où RMC était une radio, on travaillait au Nagra, et on a été formé à travailler avec un iPhone, tenu sur un cadre, et à donc avec cet iPhone filmer les gens et à faire ce que notre red chef de l'époque appelait du bimédia, c'est-à-dire on produisait du son pour la radio qui était en même temps un reportage vidéo pour RMC Découverte qui est la chaîne télé. Et du coup la matinale Jean-Jacques Bourdin est sur les 2 supports, ce qui permet de vendre de la pub sur les 2 supports, c'est super, etc. Ça a été une drôle d'expérience, moi j'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a saoulé complètement. Parce que j'avais l'impression, moi j'estime que faire de l'image c'est une vraie part du métier, c'est pas moins bien que le son et tout, mais faire le moins bien des deux, une mauvaise image avec un mauvais son, parce que tu es entre les deux dans le bimédia, pour moi c'est pas faire du bon journalisme. Et en plus on était déjà dans un média très tendu en termes de flux, c'est-à-dire qu'on recevait en gros nos sujets à 15h le jour pour une diffusion le lendemain à 6h du matin dans la matinale. Déjà quand c'était que du son, c'est énormément de travail et peu de temps pour approfondir les sujets. En bimédia, ça devenait impossible de faire quelque chose de sérieux en fait. Et du coup je pense que ça a énormément pesé sur la qualité de production de ces radios-là. Et je trouve qu'on est arrivé à des choses inquiétantes, notamment en termes de mise à mal de la déontologie, avec moins de vérification de sources, un travail moins sérieux, etc. Pourtant, au milieu de ces radios-là, ces gens, moi j'ai travaillé à RMC avec des gens très sérieux qui bossent très bien. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, pour donner l'exemple d'RMC, puisque c'est ce que j'ai vécu, aujourd'hui, plus de la moitié de la rédaction a changé. Après le bimédia, la moitié des gens qui étaient là quand j'étais présent sont barrés en fait. Quand on a fait le tour des médias, dans lesquels nous on travaillait aussi, on s'est dit qu'il n'y a pas de médias qui couvrent les luttes sociales de manière à en faire tout le temps son obsession. Il y a par exemple des médias sur l'écologie, il y a des médias qui parlent de lutte en manière d'analyse, etc. Mais il n'y avait pas un quotidien des luttes, même s'il y a l'humanité, des choses comme ça, mais il y avait un intérêt là, notamment dans cette vague qui est en train d'émerger en ce moment du podcast. C'est-à-dire du son sur le web qui n'est pas un flux, où des gens peuvent écouter via des applis, etc. Il y avait une place à prendre là, on a trouvé. Et du coup on est parti de ça sur un journaliste engagé, mais pas militant. C'est-à-dire proche des luttes, en sympathie avec les luttes, mais pas non plus en défense d'une cause en particulier. Tant que les gens savent d'où on parle, il n'y a pas de problème. Que les gens, par exemple, quand vous écoutez Révolution Permanente, qui est un site internet, qui fait aussi de la vidéo, etc., créé par des gens du NPA, c'est clair que c'est un média militant. Mais c'est pas grave parce qu'on sait d'où ça vient, on sait que ça vient du NPA, on sait qu'ils sont très proches des luttes et qu'ils vont souvent soutenir les luttes plus que les raconter des fois. Donc ça, c'est leur rôle, mais c'est très clair. Le risque, en fait, plutôt, c'est des médias qui seraient dans le flou. Donc je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est couvrir ça sans être dans un camp précis. On est loyal dans le débat, on couvre tous les angles d'un sujet, mais toujours de manière journalistique, c'est-à-dire qu'on est en sympathie, mais on n'est pas en soutien. On est là aussi pour être critique, on est là des fois pour être pas d'accord, on est là aussi pour des fois porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, mais mettre un peu la pression sur des sujets. Nous, on est en sympathie avec le thème des luttes sociales, mais on va pas transformer une manif de 10 personnes en la révolution, parce qu'on pense que ça sert à une cause. S'il y a 10 personnes, on va dire qu'il y a 10 personnes. Un des accords premiers, c'est le rôle décisionnel de l'ADA. On est contre toutes les formes de domination. Alors en fait, ce projet de média, ça correspond à une orientation politique que le groupe s'est donnée. En fait, on est vraiment pour projet de constituer un outil pour tous les exploités et les opprimés, un média qui permette en fait de partager l'information
et de constituer un organisateur collectif en fait, afin de pouvoir échanger sur les conditions de façon militante. Et contrairement à la pseudo-neutralité des médias dominants et des médias bourgeois, d'échanger les informations par la base en fait. En fait, le journal, on le perçoit comme un véritable organisateur collectif et plus précisément en fait, comme la base d'un parti révolutionnaire. C'est capital pour nous d'être là afin de couvrir déjà le mouvement social en tant que lui-même, quoi, et aussi son auto-organisation, la façon qu'il a de comprendre et d'aborder ses propres limites, ses propres perspectives. Et dans la tension sociale actuelle, l'ambiance qu'on connaît dans le pays et dans le monde, voilà, c'est un rendez-vous qu'on ne pouvait pas manquer, quoi. L'image et le vecteur d'information que c'est, en fait, la transmission de l'information, ça correspond aussi à notre projet, en fait, de pouvoir échanger, se rendre compte en fait, qu'on n'est pas isolé, qu'il y a beaucoup de luttes, qu'il y a des dynamiques globales et que voilà, l'image c'est au cœur de ça en fait. L'image et la communication, le média c'est au cœur de ça et c'est là tout le rôle du coup du média et donc de mon point de vue du média militant révolutionnaire, c'est justement d'articuler les deux, l'information, donc l'image qu'on pourrait qualifier un peu de neutre et objective en fait, c'est un moment T, et l'analyse qu'on en fait. Et tout ce qu'on met derrière, et du coup c'est aussi voilà, le projet qu'on porte à Révolution Permanente. On propose un outil pour la classe, donc avec des témoignages par exemple, on relaie des témoignages, des communiqués ou quoi, mais on livre aussi toute une série d'articles d'analyse en fait, de fond de ce qu'on pense, parce que oui c'est indispensable. Ne divergeons pas, ne nous laissons pas diviser par le débat sur le voile. Franchement, vous êtes des ouf, vous applaudissez à chaque fois que je dis un truc. La convergence... Le média pour lequel je travaille, Reporter, a couvert tout le mouvement social des Gilets jaunes et également toutes les assemblées. C'est essentiel qu'on soit là parce qu'évidemment l'écologie et le social c'est intrinsèquement lié et puis surtout on sait très bien que ce sont les plus précaires qui vont souffrir en premier lieu du réchauffement climatique. Donc tout ça en fait les gens en sont bien conscients ici et c'est pour ça qu'on vient pour essayer un petit peu de comprendre et de rendre compte de toute l'émulation en fait qu'il y a autour de ce mouvement social qui est assez protéiforme. Les Gilets jaunes se sont sentis très rapidement dépossédés de la parole et se sont sentis manipulés par les médias parce que déjà c'était pas des professionnels de la communication donc on peut se sentir un petit peu comme ça je pense qu'ils se sont sentis vraiment blessés. On essaye en fait de prendre le temps de parler, de prendre le temps d'être dans la nuance aussi. Ce qui n'est pas forcément évident quand on travaille chez BFM et qu'on a 2 minutes, un angle imposé et qu'il faut faire rentrer la parole d'une personne dans un angle qui a été imposé par un rédacteur en chef qui n'est pas forcément sur le terrain. Donc d'ailleurs on le voit beaucoup, les journalistes de BFM qui sont sur le terrain, ils sont dépités par la parole des éditorialistes qui racontent complètement n'importe quoi. Alors que même ils essayent, je pense, de faire leur travail correctement. Et donc tout ça infuse en fait dans le mouvement des Gilets jaunes et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi aux journalistes peut-être de se remettre en question un petit peu de la façon de laquelle ils travaillent. Quand on est journaliste, l'idée c'est d'apporter du contradictoire. Donc c'est pas uniquement de relayer la parole officielle des Gilets jaunes en disant que c'est formidable, qu'il n'y a aucune dissension et que tout va bien. Donc moi c'est mon travail en tant que journaliste qui travaille pour un média donc indépendant, financé uniquement par ses lecteurs. Quand on est un média Gilets jaunes, peut-être qu'on aurait... Alors, on a peut-être envie de mettre uniquement en valeur le mouvement Gilets jaunes et de ne pas peut-être parler des choses qui posent problème. Après, l'idée de monter un média, moi je trouve que c'est toujours positif parce que comme ça, les gens apprennent à structurer leur pensée, apprennent à faire passer des idées, apprennent à réfléchir. Donc c'est super positif en fait, donc c'est très bien. Et ils essayent après, je pense, de réfléchir à la façon dont fonctionne le système médiatique, qui a beaucoup de problèmes évidemment, mais l'idée vraiment du média jaune, on peut pas... Enfin, pour moi, c'est plutôt une source sur laquelle je peux récupérer des informations, mais c'est un peu comme le gouvernement qui voudrait qu'on fasse passer uniquement sa parole officielle et pas de contrepoids. Donc, d'un certain côté, ils agissent comme s'ils étaient le gouvernement qui a envie d'avoir une seule ligne, et eux aussi, ils auraient envie d'avoir une seule ligne, mais voilà, c'est un jeu de pouvoir également, de rapport de force. J'ai pris mon surnom que j'ai depuis 20 ans, il est devenu jaune.
Et puis c'est parti comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des choses intéressantes, des choses constructives que j'ai eu envie de mettre en image. Et j'ai essayé de travailler un petit peu la forme au service du fond pour aborder un format un peu original. Et voilà. Et du coup, c'est passé comme ça tout un tour de France. J'étais parti au départ pour 1 mois, ça en a duré 3, avec une quinzaine de reportages, ou 15 ou 16 qui concernent vraiment le Tour de France en lui-même, plus des interviews un peu à part. Ça, c'était la première partie de la chaîne en fait. Et après, une fois rentré du Tour de France, il y a une partie d'évolution qui s'est faite sur une émission en live. Ma participation aussi à l'émission du Rond-Point 2.0, qui est une autre chaîne YouTube. C'est une espèce d'association de youtubeurs jaunes. C'est vraiment le côté citoyen caméra embarquée en fait. Et j'apprends au fur et à mesure à me servir de l'audiovisuel. Alors bon, j'avais des affinités, on va dire, avec ce milieu-là. Moi, étant musicien avant, ça aide vachement pour le montage, d'avoir un petit peu le sens du tempo et tout ça. Donc bon, j'avais une petite appréhension de la technique, on va dire, mais pas du tout de formation. Et en fait, je la fais au fur et à mesure. Et je pense que c'est aussi un côté qui plaît et qui est intéressant sur ma chaîne, c'est que l'évolution du mouvement, elle se voit aussi à travers la mienne en même temps, en temps réel, en quelque sorte. Donc j'essaie toujours d'être comme ça dans une démarche de progression. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure en fait. Moi, ma chaîne par exemple, bon, il y a quelques milliers d'abonnés maintenant, c'est super. Il y a des gens qui suivent de manière régulière, c'est super aussi. Je reçois énormément d'encouragement. Mais en termes de visibilité, ça reste très faible quand même encore. Mais par contre, c'est vachement important, je pense, et ça aussi je l'adresse souvent aux autres médias jeunes qui subissent la même frustration forcément, c'est qu'à un moment donné, on ne perce pas quand même les plafonds jaunes en fait. Mais, en tout cas, c'est très compliqué. Mais par contre, on laisse une trace. On laisse une trace, c'est très important, donc, parce qu'il y a le combat tout de suite, mais il y a aussi pour l'avenir. Ce qui va se passer après, on ne sait pas comment tout ça va pouvoir évoluer. Donc c'est super important de faire un vrai travail pour montrer justement tout ce qu'on ne voit pas ailleurs, de l'intérieur. C'est complètement hybride effectivement parce que depuis que je me suis engagé là-dedans, forcément ça me prend tellement de temps que ça m'empêche de travailler, ce que je faisais avant évidemment. Là j'ai réussi à reprendre un petit peu, à équilibrer avec de l'intérim, je suis chauffeur poids lourd à la base, 3 jours par semaine, ça fait un espèce de mi-temps. Et donc j'ai lancé effectivement un petit financement participatif sur Tipeee, le truc classique des youtubeurs. Voilà, ça permet de tenir quoi. Mais c'est pas un modèle économique à proprement dit. Il y a pas, donc dans l'absolu, oui, c'est du bénévolat. Je gagne beaucoup moins qu'avant que je fasse tout ça, ouais, c'est clair. J'ai beaucoup perdu à ce niveau-là. Mais bon, l'important, c'est de le faire en fait. C'est pas, je regarde pas ce que je gagne, je regarde ce que je peux faire. On est plein à le faire, on est plusieurs, tout le monde est important. Donc ouais, il y a aussi cette responsabilité quelque part. Très humble, hein, mais voilà, il faut continuer, quoi, il faut le faire. Le film nouveau là, que je suis en train de faire, il me fallait d'autres images nouvelles sur les Gilets jaunes et je me suis dit, tiens, les 1 an après, le mouvement au bout d'1 an, ça fera une bonne séquence. Moi, je suis descendu avec ma caméra sur les ronds-points, j'ai pas attendu de monter un dossier de production, c'était pas possible, il fallait filmer maintenant. Notre film était destiné à être projeté sur les ronds-points, à la base on a fait un film dans l'urgence, pour les ronds-points. Pour les maisons du peuple, voilà, c'était vraiment un film militant complètement, pour leur redonner une belle image d'eux-mêmes et pour un peu, quelque part galvaniser le mouvement, etc. On s'est appelé le collectif René Vauthier, pas pour rien, c'était en référence donc à ce grand homme de documentaire qui allait lui à l'époque, en son temps, donner des caméras aux ouvriers, qui se filmaient eux-mêmes et surtout qui allait projeter Un homme est mort sur les piquets de grève, juste pour un objectif militant et pratiquement rien d'autre, quoi. Voilà. Moi souvent quand je vais présenter le film, je le dis moi maintenant mais je le dis encore, ouais c'est un film de contre-propagande. Donc oui c'est de la propagande et non ça me gêne pas. Parce que je fais pas que ça comme film et non ça me gêne pas en fait parce que je trouve qu'il faut des outils pour ce genre de mouvement, ce genre de personnes, il leur faut des outils, des armes. Comme on disait à une époque, les films peuvent être des armes, c'est un peu ça. Et la propagande c'est une arme, la contre-propagande aussi. Justement par rapport aux médias alternatifs, moi je crois que c'est un mouvement qui a fait émerger énormément de médias alternatifs. Et même à l'époque de Nuit debout, par exemple, on avait une télé debout, une radio debout. À la ZAD, on avait la radio Klaxon. Malgré tout, ça restait quand même toujours un discours très construit, très bien. On sentait que c'était des gens derrière le micro quand même qui avaient une certaine assise culturelle. C'était pas institutionnalisé, ça restait libre. Mais alors que chez les Gilets jaunes, on voit des gens qui prennent le micro, qui s'autoproclament médias,
avec toutes sortes de tendances, toutes sortes de styles, toutes sortes de discours, avec toutes sortes de... vraiment, je trouve ça beau, moi, qu'il y ait autant de gens qui d'un coup s'autorisent à dire moi aussi en fait je peux être journaliste, moi aussi je peux faire mon truc et porter ma voix. L'autonomie totale de la parole, moi je trouve ça beau ce qui émerge en termes de médias alternatifs et notamment jaunes, quoi, ouais. Le pouvoir médiatique, ça fait partie d'un des grands pouvoirs dans une démocratie qu'il faut exercer. Moi je trouve qu'il y a un mépris de classe généralisé quand même, qui avait pas forcément, différemment en tout cas, par rapport aux autres mouvements sociaux. Là c'est vraiment du mépris, c'était du mépris de gauchiste avant plutôt, maintenant c'est clairement du mépris de classe. On a l'habitude de citer souvent Michel Naudy dans Les Nouveaux Chiens de garde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Qu'on me cite un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'ait pas été soit passé aux oubliettes, soit récupéré. Il n'y a pas d'alternative. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas. Il est une violence physique, collective, illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe. Prochain coup, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Il y a eu aussi beaucoup de documentaires qui ont été faits, mais je veux dire qui se sont créés aussi en réaction au traitement des médias dominants, et c'est une conséquence de toute la défiance qu'il peut y avoir. Je vais reprendre la formule d'un professeur d'histoire-géographie qui sur Twitter tient le compte Accident du travail et qui disait « Face à l'indifférence des médias dominants, soyons notre propre média ». Donc je pense que c'est ça à la base qui motive aussi le truc, c'est de voir, de regarder la télé et de se voir sans cesse caricaturé et de ne pas se voir en réalité, parce que je pense qu'il y a ça surtout. Les reportages dont on parlait, on peut avoir vu, on a pu voir, oui, quelques reportages, on a pu lire des reportages dans la presse, mais quand on disait qu'ils étaient marginaux,
c'est vraiment le cas en fait. Quand on regarde les documentaires, aujourd'hui il y a eu plein de documentaires qui ont été faits sur les gilets jaunes, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues à la télé, enfin que moi j'avais jamais vues à la télé. Nous on a tendance à dire que le mouvement des gilets jaunes et que son traitement médiatique en fait a donné à voir de manière exacerbée tous les travers qui existent d'ordinaire. Tous les travers qui existent d'ordinaire et tous les travers qui existent d'ordinaire en partie, sur la question des mouvements sociaux. La seule réponse que nous avons eue a été la terreur et le mépris de l'opinion publique. Aujourd'hui, 2 ans après, le seul constat que j'arrive à faire, c'est qu'on en est encore et encore à déplorer que les élections soient désertées des électeurs et qu'après un mouvement d'une telle force messagère, on ne remette pas plus en question les fondements mêmes de notre République et notre démocratie. Ça fait un moment maintenant que j'ai posé la caméra, mais mes 2 bandes réfléchissantes resteront sur mon dos tant que des gilets jaunes seront encore en procédure pour avoir perdu un œil en demandant la justice sociale. Ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein le dos, on refuse de vivre en démocrature. Ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. Ni patrie, ni mari, ni patron, ni Macron, ni personne.